Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Mathieu Petit, dirigeant fondateur de la société EOS. Il est également enseignant, formateur et conférencier. Le parcours original de Mathieu, qui était auparavant ostéopathe, lui a permis de construire une expertise dans l'ergonomie des postes de travail. Et il s'attache à apporter des réponses personnalisées aux problématiques sécurité de ses clients. Voici votre épisode hebdomadaire de partage d'expérience en prévention avec Mathieu Petit. Bonne écoute. Bonjour Mathieu, bienvenue dans le podcast. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très bien, très heureux de refaire un épisode. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Alors me présenter Mathieu Petit. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ce que je peux et c'est déjà pas mal. Là, ce que je fais dans la vie, à la base, j'ai créé une entreprise il y a 4 ans qui conseille et accompagne ses clients sur les sujets de la prévention jusqu'à la qualité de vie au travail. En parallèle, je suis enseignant et en établissement supérieur et tuteur à l'université et un peu beaucoup papa quand je suis à la maison. Voilà. Et justement, tu as beaucoup de casquettes. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu plus précisément ce que fait EOS aujourd'hui? Alors, ce que fait EOS aujourd'hui, effectivement, je peux détailler un peu plus. En fait, j'ai créé l'entreprise avec la volonté d'essayer de proposer une offre de services, j'ai même l'habitude de dire d'accompagnement, avec une vision assez 360 sur les notions de sécurité et de prévention au travail. Donc classiquement, on va accompagner les clients sur des sujets, on va dire très réglementaires, comme leur démarche d'évaluation des risques, la mise en place de leur document unique et de la conformité de leur établissement sur les règles santé sécurité au travail. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des compétences en ergonomie ou en diagnostic prévention des risques psychosociaux, donc qui permettent effectivement d'aller plus loin sur certains sujets, sur certaines thématiques, sachant que le côté ergonomie, troubles musculo-squelettiques est un peu mon dada depuis un peu plus de 10 ans. Et la dernière corde à notre arc qui vient compléter le panel, on va dire, du conseil, c'est qu'on développe et on déploie des démarches culture qualité de vie au travail dans les entreprises. On a un 4e pilier qui aujourd'hui est un peu sous-exploité chez nous, mais devrait se développer dans les prochains mois, c'est le volet formation. En fait, on ne voulait pas faire de la formation au départ parce qu'il y a quand même beaucoup d'organismes de formation, notamment en sécurité en France. Et en fait, pour des besoins clients, on a dû faire les démarches et les démarches devenant de plus en plus lourdes au niveau des organismes de formation. Je pense que tu le sais. On a décidé d'essayer de développer un peu cette partie-là un peu plus, enfin en tout cas pour que ça soit un peu mieux, entre guillemets, rentabilisé. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on propose auprès de nos clients, finalement de toute taille. Les plus petits ont quelques salariés, les plus gros font partie des grosses structures implantées en France ou françaises et globalement sur le territoire national, si ce n'est que sans raison voulue, on n'a pas ou peu de clients sur la région ouest française. Et oui, donc là, tu es basé dans le Vaucluse. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir que je trouve qui est assez original dans ce que tu fais. C'est vraiment la partie ergonomie et prévention des troubles musculo-squelettiques. Donc toi, à la base, tu as une formation d'ostéopathe. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler et surtout comment on passe d'ostéopathe à l'ergonomie puis à la prévention des risques professionnels? Alors ça, c'est une question qui, je pense, m'est posée quasiment systématiquement. Désolé. Parce que non, c'est pas grave, parce que ça surprend et j'aime bien rebondir sur finalement la fin de ta question qui est comment on passe de ça
d'ostéopathie à de la prévention. En fait, j'ai un parcours personnel et notamment pré-professionnel qui me fait dire que je ne suis pas passé à. J'ai toujours fait les deux. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai eu un parcours après bac, pas forcément chaotique, mais disons que je me suis un peu cherché là, pendant quelques mois, etc. Et finalement, je me suis retrouvé à travailler à la chaîne sur une période de transition où, en gros, j'avais pas de formation scolaire pendant quelques mois. Et j'ai trouvé finalement l'usine et le travail à l'usine intéressant. Alors, je ne vais pas dire que porter des palettes ou faire de la palettisation à longueur de journée à la main, enfin d'ailleurs de nuit, parce que je travaillais de nuit, c'était passionnant, mais disons que l'univers me semblait intéressant. Et en fait, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études d'ostéo. Ce qui m'a amené en cinquième année, enfin en dernière année, à- sur un concours de circonstances, en fait, à faire un CDD où j'ai découvert un peu l'ergonomie sous on va dire, sous l'aile protectrice d'une animatrice sécurité sur une usine où je travaillais. Et pour des questions pratiques, je pense qu'on pourrait même plus le faire aujourd'hui, j'ai fait des consultations en mode un peu stage sur cette usine après mes heures de travail, donc, en tant qu'étudiant ostéo, on va dire. Et l'école m'avait demandé de faire une sorte de rapport de stage, enfin un truc un peu comme ça. Alors je t'avoue que j'ai eu un peu le syndrome de la feuille blanche. Et en fait, quand j'ai réussi à décoincer un peu la feuille blanche, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un lien entre ce que j'avais vu la journée en faisant de la pseudo-ergonomie, parce que c'était pas très développé, hein, j'avais repris des méthodes INRS, mais voilà, et les consultations d'ostéo. Et en fait, je n'ai jamais lâché ce constat. Et donc, j'ai fait mon master 2 dans la foulée de la formation ostéo. Et j'ai travaillé, même encore un peu aujourd'hui, si ce n'est que c'est à bas bruit, sur des projets qui mêlent ergonomie et ostéopathie dans des entreprises depuis quasiment 2009. Donc, tu vois, ça fait 11 ans, notamment en partenariat avec l'école d'ostéopathie de mon secteur, là, sur Avignon, et où on a été jusqu'à faire une communication écrite au sein d'un colloque à Montpellier l'année dernière, et où on continue à collecter de la donnée, notamment pour savoir, pour évaluer si effectivement l'ostéopathie pouvait ou pourrait présenter un intérêt dans le cadre des démarches de prévention. Donc finalement, je suis jamais vraiment passé de l'un à l'autre. Après, donc ça, c'est vraiment sur la question du fond. Sur la question de la forme, c'est purement pratique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu l'as entendu, je suis multicasquette. Quand j'ai créé la boîte, j'ai conservé mon activité ostéo pendant 1 an et demi, je crois. J'avais tout passé en fait sur le SIRET de l'entreprise. Et au bout d'1 an et demi, en fait, j'ai décidé d'arrêter la pratique clinique tout simplement. Enfin, la raison principale, c'est le temps. C'est-à-dire que bah, il arrive un moment, effectivement, tout faire tout le temps en permanence, ça fait des journées vraiment à rallonge. Avec 2 enfants en bas âge, si tu veux, ça devenait plus possible. Et ma femme étant elle-même ostéo, j'ai décidé, moi, d'arrêter l'activité clinique et de me consacrer à l'entreprise. Voilà. D'accord. Donc voilà, tu trouves que ça a toujours été finalement la continuité de ton parcours. C'est pas, comment dire, un moment charnière qui a fait que tu t'es orienté d'un côté puis de l'autre. C'est vraiment la Ah, poursuite. ouais, ouais, c'est plus ça. Alors après, le moment charnière, on pourrait quand même le placer au niveau de ce fameux été là où j'ai fait 2 mois à l'usine avec une partie un peu ergonomie et une partie ostéo. Maintenant, si je suis honnête avec moi-même et que je regarde mon parcours, en fait, j'ai aussi loin que porte ma mémoire, j'ai toujours fait un peu enfin, j'ai toujours baigné là-dedans. C'est-à-dire que bon, mon père est issu du milieu industriel avec des postes à responsabilité. Une des premières usines où j'ai travaillé, il y était directeur de prod, donc on parlait boulot à la maison, on parlait sécurité, enfin, etc. Donc je pense qu'en fait j'ai grandi avec ça. Après c'est mon parcours scolaire et mon parcours, on va dire, professionnel, même si c'est pré-professionnel, enfin on se comprend, job étudiant, Mhm. qui m'ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et qui peut-être me donnent aujourd'hui une vision particulière, spécifique de notre métier, quoi. Moi, enfin, je m'estime être quelqu'un de très terrain, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est très bien dit, mais donc c'est la rencontre de ces deux univers qui font que ça m'a passionné. Après, pour la partie trouble musculo-squelettique ergonomie, euh, l'idée, c'est que là, effectivement, la formation ostéo, pour moi, même si ça peut avoir certaines limites, présente aussi des avantages.
C'est-à-dire que typiquement, j'ai une culture entre guillemets, du fonctionnement du corps humain et de la physiologie du corps humain qui va être un peu différente de quelqu'un qui aura une formation au départ euh, très biomécanicienne ou Mhm. très orientée psychologie du travail, sans en faire de garder chapelle ou tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas, au contraire, je pense que tout se vaut et que ce qui compte, c'est l'analyse du travail. Mais concrètement, effectivement, c'est pareil. Je pense que ça me donne quand même une vision un peu spécifique du métier. Et ben justement, en parlant sur le point de vue très terrain, comment ça se passe ou comment ça se déroule quand on sollicite EOS pour une analyse ergonomique de manière très pratique? Comment ça va se dérouler avec toi ou avec quelques-uns de tes collaborateurs? Alors, bon, d'une manière générale, on répond aux méthodes classiques. Hein. Enfin, je pense pas qu'on sorte des sentiers battus complètement en tout cas sur le déroulé d'intervention. Donc, d'un point de vue pratique, j'ai envie de dire, on a toujours trois grandes phases. Alors, je ne parle pas des phases de conception de la démarche, éventuellement de mise en place d'un comité de pilotage, etc. Enfin, ça, c'est plus tout ce qui va entourer le process, la procédure. Il y a toujours une phase d'analyse terrain. Mhm. Alors, je vais plutôt évoquer les structures de taille importante, un PME à grosse structure, parce que c'est vrai que sur les petites, on a tendance à essayer de travailler un peu plus vite, notamment pour des questions principalement de budget, comme pour les clients. Disons que si on est sur un cadre idéal où on peut se permettre d'aller sur une démarche vraiment complète, on a une analyse terrain et on a une analyse terrain qui est longue, enfin, qui nécessite du temps, puisque l'objectif, c'est vraiment de s'approprier le poste du travail, le ou les postes de travail, les contraintes qui les accompagnent, qu'elles soient organisationnelles, techniques ou humaines. Et j'ai envie de dire, parce que c'est peut-être là notre petite plus-value, s'intégrer aussi à l'équipe ou à l'entreprise avec qui on va travailler. Donc la partie analyse terrain, moi les gens qui arrivent chez nous, chez eux, je leur dis il va falloir mettre les chaussures de sécurité, les gants et les mains dans le cambouis. Mhm. C'est-à-dire qu'ils Parce vont que l'idée, participer eux-mêmes à quoi, à une activité? alors moi, je force pas les gens à faire, mais Mhm. j'invite fortement les personnes qui travaillent pour nous à, quand ils le peuvent, bien évidemment en respectant les règles du client et leur propre sécurité, à ne pas hésiter à, entre guillemets, comme on dit dans le Sud, à donner la main, quoi. C'est-à-dire quand on voit qu'on a un salarié un peu qui a besoin d'un coup de main ou j'en sais rien, aller donner le coup de main, etc. Alors sans dénaturer l'analyse et en restant dans le travail réel, hein, l'objectif n'est pas de... Mais voilà, de prendre part à la vie du travail, à poser des questions, à observer, et pourquoi pas effectivement à faire quand on a besoin de faire. Mhm. Ça me semble être important pour deux raisons. La première, parce que ça permet de s'intégrer. Or, aujourd'hui, nous, on est dans un métier où on a besoin que les personnes avec qui on va collaborer aient confiance, que ce soit les opérateurs ou les salariés ou l'encadrement de proximité, notamment parce que ça va permettre entre guillemets, de libérer la parole. Et aussi bien avec les managers de plus haut niveau et ou ceux qui règlent ta facture, quoi, hein, qui ont commandé la prestation. Mhm. Tout simplement parce que si ces personnes-là voient que les salariés ont confiance en nous, nous ont intégrés dans leur quotidien et travaillent librement avec nous, bah, c'est plutôt gage d'une intervention qui sera réussie. Alors, je dis pas que ça apporte tout, mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment important. Donc, cette Et, notion de confiance. Et après, deuxième point, pardon, excuse-moi. Deuxième point, c'était cette notion bah, parfois, c'est bien d'observer, ça apporte des informations, mais je suis quelqu'un qui pense que c'est aussi en faisant qu'on sent ou qu'on ressent les choses de manière différente. Voilà. mais alors, du coup, comment t'en es arrivé toi bah, pas à ce concept, mais en tout cas à cette idée que c'est mieux de faire avec ou d'accompagner plutôt que uniquement observer. Comment j'en suis arrivé là? Je me suis jamais posé la question. Et je pense qu'en fait, c'est venu naturellement. Alors, c'est marrant tiens, que tu me poses la question. Si j'ai peut-être un élément de réponse. Donc moi, avant de monter ma boîte, je bossais en médecine du travail et enfin dans un service de santé au travail. Et donc, j'étais amené à faire des dosimétries de bruit.
Et Mhm. normalement, quand tu fais une dosimétrie de bruit, tu poses le dosimètre au niveau du ou des salariés et tu fais ton analyse d'activité, notamment pour faire le relevé des tâches pour, au moment de l'analyse de la courbe de dosimétrie, savoir en fonction des pics ou des creux, qu'est-ce qu'était en train de, enfin, ce que le salarié était en train de faire. Mhm. Et quand tu te retrouves 6 heures ou 8 heures derrière un salarié dans l'agroalimentaire et qui fait 2 degrés avec un papier et un crayon, autant te dire qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies. Enfin, il faut être clair, hein, tu t'ennuies. Et puis, si je prends le cas de l'agroalimentaire, tu as froid. Et donc, très rapidement, notamment dans le cadre de ces dosimétries, dès qu'on arrivait sur de l'activité très répétitive où tu n'avais pas besoin de prendre énormément de notes pour comprendre ce qui allait se passer dans ta courbe de bruit, ça m'arrivait très fréquemment de dire, OK, bon, ça va, c'est bon, je vais poser le crayon et le machin de 2 minutes, explique-moi le poste, et puis si je peux te donner un coup de main, je te donne un coup de main. Tout ça en essayant de pas, en s'assurant de ne pas dénaturer la mesure et l'évaluation. Donc parfois j'allais travailler avec une autre collègue un peu à côté qui était sur la même ligne, mais qui n'était pas en train de faire la dosimétrie. Enfin, on se comprend, hein, l'objectif c'est quand même de garantir la bonne prise de mesure dans ce cas-là. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que ça me permettait de bien mieux percevoir les contraintes du poste en faisant plutôt qu'en regardant. Donc on a besoin des deux, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire, il faut que faire et où il faut que observer. Je pense que c'est un mix des deux sujets qui fait que effectivement on perçoit mieux les choses. Et il faudrait demander à Magali, qui est mon associé qui va sur le terrain aussi beaucoup, mais je pense que c'est des points sur lesquels je l'ai fait pas mal progresser et prendre conscience. Et a priori, aujourd'hui, elle fait peut-être moins que moi, mais elle est aussi dans cette notion de pourquoi pas réellement prendre part au travail et pour comprendre. Donc voilà. Mais par contre, comment ça m'est venu? Ce que j'ai par là, c'est que j'ai pas théorisé le truc, quoi. C'est D'accord. spontanément, je me suis dit, bon, ben, c'est pas plus mal de faire ou autre. Et puis, comme le but du jeu, c'est de comprendre le job, je pense que c'est un peu l'apprentissage en fait, hein. Ou c'est peut-être mon passé d'ostéo, je sais pas, comme on est dans des études où il faut beaucoup pratiquer pour apprendre le métier. Tout à fait. Ouais. Peut-être que naturellement j'ai transposé ce que j'avais fait pendant toute ma scolarité sur mes analyses d'activité quand je suis avec les gens, quoi. Donc voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, EOS, vous êtes combien de salariés? Alors, on est 4 personnes en interne permanent. Mhm. Donc, on a 3 associés et une salariée. Et on a 2 personnes en externe qui sont pas sur des sujets de la prévention, qui sont plutôt sur des sujets d'entreprise, notamment sur du commercial, qui sont prestataires, mais qui passent tellement de temps chez nous, qui font partie des meubles. Donc, qui nous accompagnent en fait depuis quelques mois pour notamment asseoir et développer l'entreprise. Et puis D'accord. là, dans le cadre du coronavirus, enfin de la période un peu spéciale qu'on vient de vivre, Ouais. qui sont là aussi pour nous aider justement à garder l'entreprise dans une bonne dynamique et à passer cette période qui est un peu compliquée. Et je pense d'ailleurs qu'il est un peu compliqué pour beaucoup d'organismes de formation et de prestataires de conseil. Ouais, bah alors avant d'y revenir là-dessus, euh, donc tu as parlé de beaucoup de, comment dire, c'est plutôt des chaînes, ou en tout cas du travail à la chaîne sur lesquels, Oui. les types d'entreprises sur lesquelles vous intervenez, pardon. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que vous, justement, ton entreprise, elle est capable voilà, de travailler pour un grand groupe, travailler pour une petite boîte au contraire, une petite industrie, ou est-ce que vous avez des préférences? Alors, donc j'ai pris l'exemple du travail à la chaîne parce que je pense que c'est ce qui a nourri en grande partie ma réflexion de jeune étudiant, notamment parce que j'ai beaucoup travaillé à l'usine. Par contre, pour répondre à ta question, à aujourd'hui, on a autant en nombre absolu, pas en chiffre d'affaires, on va dire en nombre de clients, on a quasiment autant de petites entreprises que de grandes entreprises en termes de clientèle. Et on intervient sur quasiment tous les secteurs d'activité. Disons que il y a certains sujets dans la sécurité au travail sur lesquels on ne va pas forcément aller. Je pense aux risques chimiques, par exemple.
où on peut débroussailler un sujet pour une petite entreprise dans le cadre d'une conformité sur une évaluation du risque chimique et de collecte de fiches de données sécurité. Par contre, effectivement, on ne va pas travailler sur de la toxicologie industrielle ou ce genre de choses-là. D'accord. Maintenant, ça ne m'empêcherait pas de travailler, je vais raisonner par l'absurde, mais ça ne m'empêcherait pas de travailler, par exemple, avec une centrale nucléaire sur une problématique d'ergonomie. On ne va pas travailler sur le risque nucléaire. Par contre, on peut travailler sur une problématique, j'en sais rien, moi, d'un poste qui serait accidentogène avec une récurrence de lombalgie, par exemple. On pourrait très bien travailler avec une industrie du nucléaire. Pour ce qui est des secteurs d'activité, aujourd'hui, on travaille avec du médico-social, on travaille dans le tertiaire. Dans le BTP, je suis en train de refaire un peu le tour des clients que j'ai eus ces dernières semaines. Oui, on travaille sur tout secteur d'activité. Tu vois, hier, j'étais en intervention plutôt sur un sujet orienté sécurité sur une entreprise de 20 personnes où ils sont spécialisés en froid industriel. D'accord. Donc, ils installent typiquement des chaînes de froid, j'en sais rien, pour un atelier d'agroalimentaire ou pour tu sais, on est dans un pays où on a beaucoup de vignobles, donc où ils vont installer des systèmes qui permettent de maintenir les cuves de vin à bonne température pour la conservation, etc., etc. On a on a des clients, par exemple, qui sont la grande distribution. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas de secteur d'activité privilégié, on est plutôt sur des sujets qui nous intéressent et qui nous motivent, avec des clients qui ont une volonté d'avancer sur la prévention. Et ça, c'est ce qui va globalement nous animer. Alors, je ne te cache pas que ça nous arrive de temps en temps de rater un coche et puis de se retrouver avec un client qui ne veut que son document unique pour le papier. Bon, ça arrive malheureusement, hein, on en a, mais globalement, on est quand même plutôt avec des entreprises qui aujourd'hui ont une volonté d'avancer sur la prévention. Et justement, quand tu vas être dans une situation comme ça où finalement la personne en face, elle n'a pas encore compris ce que la prévention pouvait lui apporter, comment toi tu arrives à communiquer sur les domaines de la prévention des risques ou sur ce que les démarches que tu mets en place, elles peuvent vraiment apporter à son activité? Mais, en fait, je vais reprendre l'exemple de cet en faisant qu'on fait, enfin qu'on apprend. L'idée, c'est que j'essaye d'être pratique. C'est-à-dire que faire un tableau d'évaluation des risques pour faire un tableau d'évaluation des risques, c'est pas très intéressant. Par contre, passer un peu plus de temps sur la notion du plan d'action, de ce que ça peut apporter à l'entreprise, même parfois sur des choses très, très terre à terre, hein, tiens, on fait l'analyse du risque électrique. Au-delà de la sécurité personne, il y a la sécurité des biens et on se rend compte que les vérifications sont pas faites. Le client va te dire oui, bon, c'est encore une dépense. Je vais dire oui, mais sauf que d'un autre côté, s'il y a un incendie d'origine électrique, il n'y a pas de couverture d'assurance puisque les VGP ne sont pas faites. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de dire ok, il y a une contrainte d'un côté, maintenant, qu'est-ce que ça apporte de l'autre et à tous les niveaux. Quand on travaille, alors c'est souvent les petites entreprises qui sont moins impliquées dans ces sujets-là et qui ne voient que le côté contrainte réglementaire administrative. Et en fait, là, l'objectif, c'est vraiment d'aller taper un peu là où on sait qu'ils vont avoir une corde sensible, et notamment sur des aspects financiers, sur des aspects un peu plus juridiques, etc., pour les amener petit à petit à réfléchir, et après du pratique. Je donne toujours l'exemple, si tu veux, quand moi je suis avec entre guillemets, un petit patron, une petite boîte, et que, en gros, excuse-moi, c'est un peu cru, mais vous me faites chier avec vos histoires, je leur dis, bon, mais quand vous faites votre compta, vous faites votre compta parce que demain, vous risquez d'avoir un contrôle par le fisc et qu'il vous faut les bons documents aux bons endroits pour éviter un redressement? Ou est-ce que vous faites votre comptabilité pour gérer votre entreprise, notamment savoir quand recruter, pas recruter, quand prendre des congés, pas prendre des congés, etc., etc. Et donc, très souvent, parce que les choses ont quand même un peu évolué avec la comptabilité, les gens vont dire, bah non, on est plutôt dans le deuxième cas de figure, quoi. Concrètement, la comptabilité, c'est utile, ça me sert aujourd'hui dans la gestion de mon entreprise au quotidien. Et ben, je leur dis à la base, la comptabilité, vous pouvez la faire avec un simple tableau et arriver au même résultat que faire un tableau d'évaluation des risques et à mettre en place un plan d'action derrière qui va vous permettre de gérer un certain nombre de sujets. De temps en temps, comme ça, en étant pratique, en faisant de la comparaison, en faisant presque de la pédagogie, on arrive à faire un peu évoluer les employeurs sur ces sujets-là. Est-ce que ça veut dire que la peur du gendarme, en tout cas, c'est
pas du tout un levier que tu utilises ou parce que tu sais que c'est inutile ou parce que tu sais que c'est pas ce qui va vraiment faire avancer ton client? Un peu des deux, mon capitaine. Franchement, bon, je vais peut-être me mettre deux, trois personnes à dos, mais pour moi, il y a un gradient nord-sud dans la sécurité et la prévention. C'est-à-dire qu'il y a une perception et une gestion de la sécurité qui est complètement différente entre Lille et Marseille, grosso modo. Euh, Si tu prends le cas de Marseille, la peur du gendarme, moi j'ai d'employeurs qui m'ont dit, alors peut-être moins aujourd'hui avec l'entreprise privée parce qu'on en voit moins, mais quand j'étais en médecine du travail, où on voit quand même beaucoup d'entreprises, hein, enfin, notamment parce qu'on va faire les fiches d'entreprise pour les médecins du travail, tu leur expliques que machin, 1500 euros d'amende, la faute inexcusable de l'employeur, tout ça, etc. Ils te disent oui, enfin bon, ça fait 30 ans que j'ai ma boîte, je me suis jamais fait contrôler, quoi. Mhm. Ok, voilà. Donc, je veux dire concrètement, c'est des arguments. Alors, il y en a qui ont besoin de ce côté sécurité et ce côté, en tout cas, sécurisation de l'employeur sur ces sujets-là. Mais typiquement, ça dépendra de la personne. Peut-être même parfois de la génération de la personne. Au-delà du gradient géographique, tu peux avoir aussi une perception de la sécurité ou de la prévention qui va être liée entre guillemets, à la génération de l'employeur. Moi, je me rends compte que, sans faire de généralité de bas étage, que on a toujours fait comme ça et l'employeur qui aura 40 ans, 50 ans, des années de boutique, qui aura appris un apprentissage à 14 ans ou j'en sais rien, aura pas du tout la même perception de tous ces sujets-là que un jeune entrepreneur qui, à la limite, est peut-être même passé par des grands groupes où il y avait un certain nombre de règles, etc. Donc, je pense qu'il faut essayer de capter un peu dans la manière de fonctionner du patron ce qui va le motiver, ce qui va l'intéresser. Tu sais, un petit peu comme dans le commerce, je ne sais pas si tu fais du commerce, mais moi, je ne suis pas commercial pour un sou, mais je commence à avoir un peu de bagage maintenant. On me dit toujours, voilà, ça ne sert à rien d'avoir un discours type, il vaut mieux avoir plusieurs discours, mais qu'on va adapter finalement à son interlocuteur. Et ben, en sécurité ou en prévention, c'est la même chose. Pour moi, il y a pas un discours qui passe et qui fait que la personne va prendre conscience. C'est certains, ça va être voilà, si vous le faites pas, vous allez vous taper 1500 euros d'amende minimum. Ah putain, ouais, bah faisons-le. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont dire ah non, mais ça, je m'en fous. Par contre, lui dire bah voilà, tu vois, si tu fais comme ça et que tu arrêtes de fonctionner de manière archaïque, tu vas gagner du temps. Si tu gagnes du temps, c'est que tu vas gagner de l'argent. Ah ouais, ça m'intéresse votre histoire. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'adapter son discours. Alors ça n'empêche pas pour quasiment tous nos petits clients de leur faire des rappels sur la réglementation, parce que ça reste la base, hein. Enfin, je pense que l'obligation de sécurité est quand même très importante et doit être comprise et intégrée par les employeurs. Par contre, il y en a clairement aujourd'hui, même en 2020, qui s'en foutent, mais royalement, hein. Enfin, c'est malheureux, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Mm. Bah, merci pour, pour ce partage, mais je pense aussi que c'est, bah, comme tu disais, tu es sur le terrain, donc c'est la réalité des prix que tu nous donnes, donc faut aussi l'accepter. Et du coup, ouais, on en a parlé un petit peu, mais sans approfondir sur la partie Covid. Est-ce que tu peux, bah, sans nous révéler trop de choses peut-être, mais nous dire comment ça t'a impacté et est-ce que ça a changé pour ton entreprise? Alors, comment ça nous a impacté? Ben, en gros, 16 mars à Rébuffet, pour être très clair, hein. Enfin, concrètement, alors nous, si tu veux, donc l'entreprise a 4 ans, on était enfin on est toujours en phase de développement, etc. On a mis en place un certain nombre d'actions en fin d'année 2019 pour préparer et potentialiser, si je peux me permettre le terme, 2020. Mhm. Donc, pour être concret, le début d'année 2020 se passe super bien. Allez, se passe très bien. On va dire super bien, mais se passe très bien. Je pense qu'on paye un petit peu encore les mouvements sociaux de fin d'année, mais c'est à la marge, etc. On fait un mois de mars, en tout cas jusqu'au 15 mars, qui est pour le coup exceptionnel. Et là-dessus arrive le confinement, et bah c'est pas compliqué. On a quasiment perdu 50% d'activité par rapport à l'année dernière. Donc, ce qui pour le coup est assez violent. Enfin, Mhm. voilà. Donc, qu'est-ce que ça a impliqué? Bah, réorganisation en interne, c'est-à-dire qu'on aurait dû avoir le, notre quatrième personne plus tôt et sur un format qui n'est pas celui qu'on a retenu aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est reculer pour mieux avancer et on arrivera, je pense, à nos objectifs.
Par contre, malgré ça, on a gardé notre ligne de conduite, on a gardé nos projets et on continue à avancer un peu coûte que coûte en se disant que le pire la pire des choses à faire serait de se mettre dans un format d'attente et d'immobilisme. Donc non, on continue à avancer. Après, c'est sûr que 2020 restera pas dans les annales de l'entreprise, quoi. C'est en tout cas pas sur le côté positif du terme. Donc là, bah, on a pour objectif de passer l'année, c'est-à-dire de faire en sorte de limiter la casse euh, liée notamment à quasiment 3 mois sans activité. Et puis pour être honnête, depuis mi-mai, c'est un peu poussif, hein, c'est compliqué. D'abord parce que les prospects et les clients sont un peu dans l'expectative de ce qui va se passer ou pas. Ensuite, parce que je pense que tout le monde a beaucoup tapé entre guillemets dans les finances des entreprises. Donc la sécurité et la prévention n'est pas forcément un sujet Mhm. que les entreprises portent dans leur cœur, donc encore un peu moins quand les budgets se sont réduits. Mais bon, après, je reste assez confiant au sens où il y a quand même enfin, je trouve qu'il y a quand même des entreprises et des employeurs ou même des cadres, des salariés qui ont pris conscience que bah, la prévention, donc le fait d'agir en amont d'un problème, notamment par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid, bah, c'est quand même pas mal. Et on commence à avoir, par exemple, de plus en plus de demandes. Alors, ça ne veut pas dire que ça aboutit, mais on a de plus en plus de demandes, notamment sur les PCA, enfin les plans de conduite d'activité, les plans de continuité d'activité ou les Ouais. plans de reprise. Alors que ça, typiquement, il y a 6 mois en arrière, c'est un sujet, enfin en 4 ans, jamais personne nous en a parlé. Voilà. Donc je pense qu'à la fois, il y a un aspect un peu négatif à tout ce qu'on vit là, mais qui concrètement touche un grand nombre d'entreprises voilà, qui ont vu leur activité impactée par la situation. Et d'un autre côté, mais bon, parce que peut-être dans ma nature de regarder la moitié de verre plein, et d'un autre côté, je pense que, en tout cas j'espère que ça a fait prendre conscience sur un certain nombre d'autres sujets et que petit à petit, la perception de cette notion de prévention va évoluer en France, quoi. Et d'ailleurs, toi, t'en parles un papa passionné. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté humainement ou enfin apporté ou en tout cas qu'est-ce que tu as priorisé toi pendant cette période compliquée et maintenant cette reprise d'activité? Alors, il y a deux phases. Il y a la phase de confinement, puis il y a la phase de déconfinement. Sur la phase de confinement, clairement, de manière un peu imposée d'ailleurs, j'ai levé le pied. Mhm. Euh, Parce que, alors, pour une raison pratique, enfin, au départ, pour une raison pratique, c'est-à-dire que mon domicile ne se prête pas du tout au télétravail, mais vraiment pas du tout. Et j'ai deux enfants en bas âge, dont un qui devait faire sa classe à la maison. Donc, d'un point de vue organisationnel à la maison, autant dire que les journées étaient fatigantes et très compliquées à gérer pour avoir une activité professionnelle. Donc, typiquement, je bossais allez, entre 2 à 5 heures par jour maxi, parce que Mhm. c'était très compliqué de faire plus. Ensuite, on s'est vraiment retrouvé entre guillemets en pénurie de sollicitations, etc. Donc, on a eu un gros creux d'activité, donc ça servait non plus à rien de s'acharner à essayer de travailler coûte que coûte. Alors, ça ne nous a pas empêché d'avoir un certain nombre d'actions, notamment orientées vers nos clients et vers les entreprises. Mais voilà, on s'est pas fait, enfin, je veux dire, on s'est pas forcé à travailler pour travailler. Ça servait à rien. Donc, du coup, ça m'a aussi permis de passer du temps avec ma famille, mes enfants, s'occuper de la maison, comme je pense beaucoup de gens. Enfin, tout ce qu'on peut pas faire après. Ça, c'est la première phase. Par contre, après la phase de déconfinement, effectivement, là, tu te dis, bon, c'est bien gentil toutes ces histoires, mais on ne fait pas partie des entreprises qui ont pu bénéficier de particulièrement d'aide. Donc, arrive un moment donné, il faut remonter les manches et repartir au taf, quoi. Donc, depuis le déconfinement, effectivement, j'ai pas trop compté mes heures. Alors, j'ai quand même une règle, je sacrifie pas ma vie de famille au travail. Donc, je rentre quand même relativement tôt et le week-end, je travaille pas ou très peu. Par contre, effectivement, depuis le 16 mai et jusqu'à cette semaine, c'est vraiment très chargé parce Mhm. qu'il faut qu'on rattrape tous les contrats qui étaient en attente d'avant le confinement et qu'en même temps, on prépare l'avenir. Puisque, comme je disais, l'avenir est incertain. Enfin, il faut rattraper 3 mois de boulot, c'est pas rien. Je pense qu'on les rattrapera pas d'ailleurs. Mais voilà. Donc, il y a vraiment ces deux phases. Il y a eu la phase de confinement où, en gros, c'était pas du laisser aller
Mais c'était voilà, on prend un peu comme ça vient et on essaye de pas se créer plus de stress qu'il n'en est nécessaire. Et après, la phase de déconfinement, en disant, voilà, entre guillemets, il y a eu cette parenthèse un peu spéciale pour tout le monde. Maintenant, il faut qu'on avance et il faut qu'on retourne, peut-être pas comme avant, hein, parce que je pense que ça a quand même changé un certain nombre de points, même si c'est des détails, mais en tout cas qu'on réavance avec l'entreprise et auprès de nos clients et de nos prospects et qu'on continue à les sensibiliser sur ces sujets qui sont particulièrement importants. Pour revenir à la question d'avant, je pense que le Covid aura fait changer un certain nombre de sujets, notamment sur la perception du risque infectieux en entreprise, C'est sûr. qui pour moi était complètement sous-évalué, voire dans certaines de mes contacts déclenchait l'hilarité, alors que bah, ça reste un sujet hors coronavirus, hein, qui est prégnant et dans beaucoup d'activités. Donc voilà, enfin, je veux dire, toutes les personnes qui sont en contact avec le public, pour moi, il ne faut pas négliger. Enfin, je prends le cas d'une auto-école, parce que c'est l'exemple que j'avais en tête quand je parlais d'hilarité, où au final, j'avais quand même fini par expliquer à l'employeur qu'il était fort probable qu'un grand nombre de ces arrêts maladie hivernaux pour maladies courantes étaient liés à des problèmes de risque infectieux dans l'habitacle du véhicule. Le mec était mort de rire. Je lui ai réexpliqué le pourquoi du comment, ça l'a fait réfléchir, il a mis en place un certain nombre d'actions. Et en gros, l'année d'après, il avait 2 fois moins d'arrêts, quoi. D'accord. Voilà. Donc typiquement, c'est quand même l'idée, quoi. C'est quand même l'idée. Et justement, bah alors déjà merci parce que j'allais te demander une expérience à partager, mais là je pense que c'est un cas très bah, rapide mais bien clair sur comment est-ce qu'on peut facilement expliquer un risque et quels effets on peut en attendre. Et dans cette période du coup où tu dois tout relancer, où finalement ça a été compliqué, même si maintenant j'ai l'impression que ça va mieux. Qu'est-ce qui fait que tu apprécies toujours ton métier et qui te donne toujours envie de continuer malgré tout ce qui a pu se passer? C'est une bonne question. Bon, moi, je pense qu'on est quand même dans un métier passion, donc ça, forcément, ça aide. Euh, Là, c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant, c'est-à-dire que bon, je te cache pas que le moral est pas, en a pris un peu quand même un coup. Des fois, effectivement, la motivation a tendance à baisser, mais je pense que ça, c'est valable chez tout le monde. Non, là, l'idée, c'est que on était clairement dans une bonne dynamique. On commençait à avoir des clients qui correspondaient vraiment aux valeurs de l'entreprise et à ce qu'on cherchait à faire. Donc, on veut retrouver ça, en fait, tout simplement. Mhm. Parce que enfin, moi, j'ai créé la boîte avec une conviction, hein. Aujourd'hui, on fait toujours le distinguo entre sécurité, démarche de prévention, amélioration des conditions de travail, qualité de vie au travail, formation. Alors qu'en fait, pour moi, c'est ma conviction, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que concrètement, si j'ai des bonnes conditions de travail au sens très large, je vais avoir une qualité de vie au travail qui s'en ressent et quelque part, c'est un peu le travail de demain. Enfin, tu sais, on parle beaucoup dans les médias des nouvelles générations qui font bouger les lignes, etc. Moi, j'ai pas le sentiment que ça soit que les nouvelles générations. Je pense que c'est un peu tout le monde qui, avec peut-être des degrés divers de manifestation et de revendication, mais je pense que les gens ont besoin que, on revienne à un travail qui a un peu plus de sens et où une vie dans l'entreprise qui est un peu plus qualitative. Et j'ai vraiment créé la boîte avec ce leitmotiv-là il y a 4 ans. Et donc, quelque part, on est, nous, à notre petit niveau, des militants de ce mieux-être au travail, quoi. Et donc, quand tu as ça en mission et que ton objectif, c'est pas uniquement d'avoir des nouveaux clients, de faire du chiffre d'affaires, j'en sais rien, moi, de développer un business, mais que tu es plutôt dans une logique de conviction et que tu as envie de diffuser cette conviction, je pense que moi, elle est là la motivation. Elle est vraiment dans cette idée de se dire, voilà, si demain, j'en sais rien, EOS venait à disparaître, je pense que je continuerais en profession libérale, enfin en freelance ou j'en sais rien. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment plus un leitmotiv une ambition de faire changer un peu les choses et de participer à ce monde de l'entreprise de demain que du simple développement d'activité, du business, comme on dirait un peu vulgairement. Voilà, et c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on est toujours dedans. Et je pense que c'est valable pour les 4 personnes qu'on est, en tout cas permanentes dans l'entreprise. Ok, très bien.
On va continuer sur les références et outils. Est-ce que tu peux nous partager des ouvrages ou des recommandations de, de livres ou autres qui toi, t'ont inspiré dans le domaine de la prévention des risques? Alors, tu vois, c'est marrant, mais avec ce qu'on vient de dire là, j'ai envie de te donner des noms d'ouvrages qui finalement sont pas au départ sécurité. Mhm. Euh, En fait, quand j'ai créé la boîte, justement, j'avais ce leitmotiv un petit peu de qualité de vie au travail, de voir le boulot, l'entreprise, le travail comme un tout, et pas juste des normes de sécurité qui viennent se greffer sur, j'en sais rien, moi, de la qualité, etc. Du coup, je me suis beaucoup intéressé à, à la qualité de vie au travail, et aussi bien sur du quasi-institutionnel que sur des choses un peu plus, j'allais dire un peu plus, sur des champs un peu plus élargis. Et j'ai lu 3 bouquins de manière assez concomitante je dirais, allez, en 2017, quelque chose comme ça, qui vraiment ont façonné un peu ma manière de voir les choses. Alors, le tout premier, parce que je viens enfin, je viens entre guillemets de l'institutionnel, donc c'est le premier que j'ai eu, c'était. Attends, en même temps, je recherche parce que je voudrais l'auteur. Voilà. Donc, c'était Agir sur la qualité de vie au travail de Julien Pelletier, qui en fait est un ouvrage de l'ANACT, Ouais. qui a été publié aux éditions Erol, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, qui est intéressant parce qu'en fait, il pose tout le contexte et toute la démarche, euh, on va dire un peu type, dans le cadre de la qualité de vie au travail, et notamment pour agir dessus. Et donc, c'est assez intéressant parce que ça m'a conforté dans le fait que, quelque part, si on regarde bien, on fait la même chose quand on fait une évaluation des risques professionnels, ou on fait la même chose quand on fait de l'ergonomie. C'est juste ou du RPS, hein, c'est juste le filtre de lecture ou d'interprétation qui va bouger un tout petit peu de focale. Et voilà, j'avais trouvé ça assez éclairant, et je m'étais dit, en fait, on sait tous faire ça, c'est juste qu'il faut savoir aussi élargir un peu son champ de vision. Du coup, dans mes recherches, par voie un peu de réseau aussi, je suis tombé sur Reinventing Organization de Lalou. Mhm. Alors, je suis feignant, j'ai lu la version résumée et illustrée, mais qui, je pense, se suffit déjà à elle-même pour bien débroussailler le sujet. Je ne désespère pas de lire la version complète, mais c'est juste une question de temps. Et lui, je le trouve bien. Alors, on peut ne pas adhérer à tout, mais ce que je trouve vachement sympa dans ce bouquin, c'est que c'est quand même appuyé enfin, il s'appuie sur un certain nombre d'exemples. Et comme mon histoire c'est en faisant qu'on apprend, bah, c'est aussi en illustrant par des exemples pratiques que, on peut faire percevoir un certain nombre de choses. Et donc, j'avais trouvé ça assez intéressant. Je te cache pas que ce bouquin-là, depuis, je l'ai offert à un certain nombre de personnes. D'accord. Parce que je trouve. Vas-y. Je disais, c'est Reinventing Organization. Organizations de Frédéric Laloux. Ok. Et donc, la version illustrée est pas très lourde à lire, hein. Il doit y avoir 200 pages, je crois, 150 pages. Et c'est vraiment sympa. Et surtout, ça s'appuie sur un certain nombre voilà, de retours d'expérience d'entreprises qui sont assez intéressants. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il s'appuie, alors j'ai plus le nom en tête, mais il donne un exemple d'une sorte de fédération ça doit être d'infirmiers libéraux dans les pays du Nord. Je cherche le nom, mais ça m'échappe là. Alors ça n'a rien donné parce qu'ils sont petits et ils se sont dépatouillés tout seuls, mais c'est très drôle parce que j'ai été contacté par une émanation toute jeune de cette association, qui est située dans le nord de la France. Donc, tu vois, je me suis dit, quand la personne m'a expliqué ce qu'il faisait, je leur ai dit, mais attendez, juste 2 secondes, donnez-moi 2 secondes, je vais chercher le nom. Je suis allé chercher le nom, elle me dit, bah oui, c'est exactement ce qu'on fait. J'ai dit, mais Enfin voilà. Donc, c'est quand même aussi quelque chose, si tu veux, qui commence, enfin, ce qu'il raconte dans son bouquin et les exemples qu'il donne, commencent à se diffuser un peu dans le monde, jusqu'à, je te dis, il y a quelques mois en arrière, être contacté par une structure qui, typiquement, a repris et retravaillé un des modèles qui est présenté dans ce bouquin. Donc voilà, et si je reste dans la lignée, j'en donnerai un troisième que j'ai trouvé assez intéressant, et où ça m'arrive de citer certains passages, pas des passages, mais en tout cas d'amener certaines explications de ce bouquin dans certaines de mes formations.
qui est le management bienveillant de Philippe Rodet et Yves Desjacques, et qui est plutôt pas mal. Si tu veux, je te renverrai les liens, enfin les informations par mail. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que, tu vois, on entend plein de choses sur le management bienveillant, du tout et son contraire. Là, ce qui est intéressant d'ailleurs à deux niveaux, c'est que d'abord, la réflexion est quasiment médicale, puisque Philippe Rodet est médecin urgentiste à la base, et tu as beaucoup d'explications sur l'intérêt d'avoir un management en tout cas mieux veillant que bienveillant et avec une certaine logique, par exemple par rapport aux objectifs, par rapport aux contraintes managériales ou charges de travail ou ce genre de choses-là, et qui te renvoie de la physiologie, notamment avec ce que ça peut avoir comme impact, je ne sais pas, au niveau neuro-endocrinien, par exemple, et donc qui va t'expliquer en quoi le stress, par exemple, devient une source de démotivation, mais il te l'explique de manière médicale. Donc moi je trouve ça vachement intéressant parce que c'est-à-dire que là tu n'es plus dans de la réflexion de bah oui tu vois ça serait bien, c'est mieux parce que tu comprends. Non, là c'est voilà, c'est vous faites ça, vous stressez la personne, ça devient chronique, ça entraîne ça, du coup ça va entraîner ça qui va avoir un phénomène sur la motivation. Du coup démotivation, du coup augmentation du stress et puis il t'explique tout le cercle vicieux. Enfin voilà, c'est super intéressant. Ça se lit bien et en plus, Monsieur Rodet est quelqu'un d'hyper abordable parce que suite à la lecture de son bouquin, je l'avais contacté sur LinkedIn et il m'avait filé ses coordonnées. On avait pu échanger au téléphone une ou deux fois et j'avais trouvé la démarche vraiment sympa parce que tous les auteurs font pas ça, font pas cet effort-là et voilà. Donc je pense que c'est un des bouquins que je plébisciterais aussi. Ok. Ah ouais, ça marche. Mais t'inquiète pas, je vais trouver les liens, je les mettrai en description de l'épisode. Et ensuite, sur une partie plus digitale, est-ce que tu utilises des outils dans ton travail liés à la prévention des risques que tu pourrais recommander? Alors, pour le coup, j'ai envie de te dire non. J'utilise pas particulièrement d'outils digitaux. Attends, je réfléchis, mais j'ai pas d'application ou autre. Enfin, après, j'utilise certains sites comme tout le monde, je pense. Enfin, tu vois, quand tu as besoin d'une fiche de données sécurité, tu vas sur QuickFDS. Bon, voilà. Mais à aujourd'hui, alors on a eu pendant les premières années de l'entreprise, on a eu un logiciel qui nous permettait de travailler les documents uniques, Mhm. qui est vraiment bien. Enfin, je vais pas faire de pub, enfin, sauf si tu veux que je donne le nom, mais que je trouve vraiment sympa et qui est, comment je vais dire, qui est pratique et qui permet d'avoir une certaine configuration et que tu peux retravailler toi-même. Et en plus de ça, qui permet en fait d'avoir une interface web pour tes clients. Donc, typiquement, par exemple, si tu fais une convention salarié désigné compétent et que tu veux continuer à gérer avec ton client la vie du plan d'action et de la mise à jour du document unique, tu avais ce côté pratique de bah, tu as ton logiciel sur ton PC, etc. Et tu peux donner un accès web à ton client qui va avoir un certain nombre de droits pour pouvoir aussi administrer, etc. Donc c'est assez, comment je vais dire, c'est assez impliquant pour l'employeur. On a choisi, nous, de ne plus utiliser ce logiciel pour un choix purement technique et commercial parce qu'aujourd'hui, on travaille autrement, notamment sur les évaluations des risques et les documents uniques. Voilà. Sinon, non, on n'utilise pas particulièrement d'outils à aujourd'hui digitaux. Voilà. On en a pas. Aujourd'hui, on n'en a pas, nous, l'utilité. Ok. Vas-y, en parallèle, sinon, enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question. En parallèle, on développe en partenariat tout un pan de solutions digitales, notamment en e-learning. D'accord. Voilà. Là, Donc du coup, je... là, c'est autre chose, mais effectivement, si tu veux, voilà, on n'a pas d'outils digitaux qu'on utilise. Par contre, dans nos prestations, à terme, on souhaite développer la formation blended et le e-learning. Ça marche. Bah, je mettrai ton site et je mettrai les liens directement
directement dans les liens de l'épisode. Et enfin, pour en finir sur les questions sur la prévention, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de comment évoluera le métier de préventeur? Ah, c'est une vaste question. Alors, comment évoluera le métier? Je sais pas. J'espère en tout cas en bien. Alors, je sais pas comment il évoluera. Par contre, si je devais, moi, dire comment j'aimerais qu'il évolue, j'aimerais on arrive à trouver la clé qui fait que la fameuse pluridisciplinarité qui est nécessaire à notre métier, et pas que entre personnes, entre guillemets, experts de la sécurité, parce que des fois, c'est aussi comme ça qu'est perçue la pluridisciplinarité, permettrait de vraiment faire évoluer le job. Je pense que la clé du préventeur de demain, c'est de réussir à décloisonner l'indécloisonnable. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que la sécurité ne marche pas dans les entreprises? C'est qu'on a un peu là, cette théorie des silos où tu as un peu tous les services qui s'opposent entre le commercial, le production, le RH, le market, le machin, etc. Et tu as le dernier des services, c'est la sécurité. Et alors lui, c'est vraiment en plus le dernier des services, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qu'on met toujours à la traîne et qui arrive après la bataille là où il aurait dû être en amont. Je pense que la clé du préventeur de demain, elle est là. Elle est de réussir justement à lui-même sortir de sa propre perception parfois très sécurité orientée pour être plutôt dans une perception, une orientation euh, entreprise orientée et effectivement de permettre de trouver le juste milieu entre la sécurité à tout prix et la prévention pour tout le monde. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais moi, je suis vraiment dans cette vision de terrain et je pense qu'effectivement, bah, il y a des règles, il faut les respecter. Après, il faut réussir à intégrer la prévention et la sécurité dans l'ensemble des démarches. Et à ce moment-là, tout devient plus simple et donc le rôle du préventeur est finalement presque plus nécessaire, quoi, puisque effectivement, tout serait perçu et vu en amont. Après, là, c'est très utopique, hein. Mhm. C'est très utopique. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire au jeune Mathieu qui débutait du coup en tant qu'ostéo sa carrière? Monte pas de boîte. Non, non, patience. Je pense que dans notre métier, sauf si tu commences avec un gros réseau et que quelque part tu as déjà tes clients, monter une boîte, sincèrement, c'est quand même, je vais pas dire un chemin de croix parce que le vocabulaire est un peu fort, mais c'est quand même un sacré parcours du combattant. Ça, c'est la première chose. Et après, alors, tu m'as dit au Mathieu qui commençait sa vie d'ostéo, je lui dirais de pas hésiter à déléguer, à prendre des conseils et des vrais conseils, à se faire accompagner. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai fait avec l'entreprise, donc on va dire à 10 ans après le début de ma carrière, notamment libérale. Donc, tu vois, la perception des choses a vachement évolué. Et au final, je me dis que peut-être que si j'avais eu ce réflexe-là ou cette attitude-là sur la première création de cabinet, ça se serait passé sans doute différemment. Voilà. Donc, c'est patience, persévérance et savoir aussi appeler à l'aide, entre guillemets, au sens noble du à l'aide quand il y a besoin, parce qu'effectivement, on n'est pas omniscient, omniprésent, on ne sait pas tout faire. Et c'est aussi en s'appuyant sur les compétences des autres qu'on avance et qu'on se plante pas. Et qu'on se plante pas. Ouais, Très bien Mathieu, merci beaucoup pour ton il n'y a pas partage de dans cet quoi. épisode. On va en arriver du coup à la fin. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te contacter si on a envie de continuer la discussion avec toi? Alors, le mieux, le plus pratique, c'est LinkedIn. À ce moment-là, il faut que les personnes se mettent en contact avec moi sur le réseau LinkedIn. Et en général, on commence à échanger gentiment par message privé. Et en fonction de ce que je peux apporter ou pas à la personne, à ce moment-là, je laisse mes coordonnées téléphoniques, mail, enfin, j'adapte en fait en fonction du pourquoi de la prise de contact. Mais vraiment, le plus simple, ça reste LinkedIn. J'y passe quasiment quotidiennement. Et avec l'application maintenant qu'on a sur les téléphones, c'est sans doute le meilleur moyen de me contacter. La boîte mail, elle a tendance un peu à exploser. Donc, c'est vrai qu'à la fin, je préfère que ce soit que les mails, on va dire, clients.
Et après, les autres réseaux sont plutôt réseaux perso. Enfin, je pense à WhatsApp ou Facebook ou que sais-je. Et auquel cas, voilà, j'essaie de pas trop mélanger, en tout cas plus trop mélanger. D'accord. Bah, très bien. Mathieu, merci beaucoup. Et Écoute, merci à toi. je te dis à bientôt. Ouais, allez, au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!